Bonsoir à tous et bienvenue. Un déficient mental meurt noyé dans un puits au village de Rétédiao, région de Louga. La victime était âgée de 32 ans. Son corps a été transporté à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers. Application de la loi interdisant le sachet en plastique, des milliers d'emplois menacés. Un marché de 6 milliards par an va disparaître. Dans le désarroi, le collectif des travailleurs des eaux en sachet veut que l'application de la loi soit reportée jusqu'en 2021, conformément aux recommandations de la CEDEAO. Débrayage, grève totale, boycott des évaluations du 27 février au 5 mars 2020. Et c'est le 4e plan d'action du G7 pour le respect des accords signés. Et puis plus de 1300 enfants victimes de violences au Sénégal, plus de la moitié viennent de la Guinée-Bissau. Pour le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, il faut revoir les textes communautaires sur la liberté de circulation. Les recherches de l'Institut africain de gestion urbaine ont porté sur la globalisation des violences chez les jeunes à Dakar. Info Santé va compléter ce journal mis en onde par Hassan John. Drame au village de Rétédiao, commune de Guidilé à Louga. El Hadj Diao, déficient mental, tombe dans un puits et meurt. Le corps sans vie a été repêché par les sapeurs-pompiers. Quelques heures après la chute, la victime était âgée de 32 ans et souffrait de troubles mentaux depuis près de 3 ans. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Et puis nous parlons de l'application de la loi interdisant le sachet en plastique. Des milliers d'emplois sont menacés. Un marché de 6 milliards de francs CFA par an risque de disparaître. Le collectif des travailleurs des eaux en sachet souhaite un report. Le collectif a fait face à la presse. Adam John. Le collectif des travailleurs des eaux en sachet liste les conséquences de l'application immédiate de la loi interdisant l'utilisation des sachets en plastique à faible micronage. 700 unités de production d'eau en sachet menacées de fermeture, plus de 10 000 travailleurs directs qui risquent de perdre leur principale source de revenus et 20 000 emplois directs en situation de précarité. Mamadou Dia est leur porte-parole. On a recensé plus de 700 unités de production d'eau en sachet au Sénégal, à travers le pays, avec une moyenne de 11 employés par unité. Aujourd'hui, c'est donc plus de 10 000 personnes qui risquent de perdre leur principale source de revenus et de subsistance. Près de 20 000 autres emplois indirects constitués de personnes exerçant dans la commercialisation d'eau en sachet au bénéfice d'une grande frange de population à faible revenu se retrouveront ainsi en situation de précarité. Les pertes massives d'emplois qui découleront de l'application immédiate et sans discernement de cette loi affecteront le vécu quotidien de milliers de ménages par la baisse drastique de leur pouvoir d'achat. Il dénonce également le fait que le collectif a été écarté des négociations qui ont abouti à l'application de la loi au plus tard le 20 avril 2020 pour une industrie qui génère 6 milliards de francs CFA par an. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier de partage avec les membres du Conseil économique et social et environnemental, du Haut Conseil des collectivités territoriales, des élus locaux, en omettant volontairement les acteurs industriels et artisanaux, producteurs d'eau en sachet plastique et les 10 000 employés qui occupent. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, a rappelé la décision de la CEDEAO qui autorise ces entreprises à exister jusqu'en 2025, le temps de disparaître ou de se conformer aux normes internationales. Notre demande rentre dans le cadre des dispositions prises par la CEDEAO, parce que la CEDEAO, à la suite de la réunion de janvier de ses ministres de l'Environnement, avait pris la décision d'interdire toute nouvelle implantation d'unités de fabrication d'eau en sachet, mais également avait pris les dispositions pour que les unités qui existent déjà puissent se mettre à niveau d'ici 2025. Donc le deadline de l'application de la loi au niveau communautaire, c'est en 2025. Notre demande rentre dans ce cadre-là. Ces producteurs se disent ne pas être contre cette loi qui protège notre environnement, mais juste de différer l'application de celle-ci au plus tard en décembre 2021. Série de débrayages, grève totale, boycott des évaluations du second semestre durant la période du 27 février
au 5 mars 2020. C'est le 4e plan d'action du G20 et du G7 pour amener l'État à respecter des accords signés. Des sit-ins sont prévus dans toutes les inspections d'académie et IF Tamsir Baroum, membre du pôle de communication du G7 avec Birame. Il faut dire qu'à la suite de l'évaluation qui a été faite pour le 3e plan d'action, le comité scientifique en rapport avec la plénière a décidé de continuer la lutte dans le 4e plan d'action du G7 qui s'articule autour des points suivants. Dans un premier temps, nous demandons le boycott total des évaluations du second semestre. Alors, le jeudi 27 février, un débrayage à 9h et il y aura des visites d'établissement. Le vendredi 28 février, il y aura un débrayage à 9h plus une conférence de presse. Le mardi 3 mars 2020, nous allons observer un débrayage à 9h. Le mercredi 4 mars 2020, il y aura une grève totale dans les écoles du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen secondaire et sur toute l'étendue du territoire national. Et le jeudi 5 mars 2020, il y aura un débrayage à 9h plus des sit-ins dans les inspections d'académie et les inspections de l'éducation et de la formation. Oui, pour les perspectives, il faut dire que tout dépendra de la position du gouvernement face en tout cas à son attitude pour aller dans le sens de matérialiser les accords. Et là, il faut le dire, après cela, nous allons encore évaluer le 4e plan d'action et évaluer la position du gouvernement pour véritablement nous plonger sur des perspectives claires. En tout cas, ce qui est important de le noter ici, c'est de dire au gouvernement que la responsabilité d'avoir une école apaisée repose véritablement sur ses épaules. Et les enseignants ont fait preuve de maturité, de patriotisme, mais aussi de citoyenneté en arrêtant en 2019 de ne pas aller en grève. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous a poussé dos au mur à encore sortir des classes pour observer des mots d'ordre de grève. Mobilisation à la place publique de Diokoul Ndiayène à Rufisque. 4 quartiers menacent de bloquer le projet de l'Office national d'assainissement du Sénégal s'ils ne sont pas branchés à l'égout. Le tuyau de l'ONAS doit traverser ces 4 quartiers qui ne sont pas concernés par le projet. C'est de la discrimination selon les habitants de Nizia Sambo. Réputé être parmi les premiers quartiers de Rufisque, Diokoul vit toujours à l'ère des fosses sceptiques. Dans cette localité composée de 4 quartiers, près de 775 familles ne sont pas connectées au réseau d'assainissement de l'ONAS. 775 familles. Imaginez une famille minimum englobe 15 à 20 personnes. Est-ce que ça c'est normal? Diokoul, localité où le tuyau de connexion des 10 villes du programme d'assainissement des eaux usées de Rufisque doit traverser alors que le quartier est exclu du projet. Un vrai paradoxe, souligne Imam Birame Sarr, président du collectif pour la défense des intérêts de Diokoul. Quelqu'un qui se trouve à 5 km d'ici, quand il finit de faire ses ménages, il le déverse chez lui et ça atterrit à Diokoul. Donc pendant ce temps, une Khadicham qui est là à 2 pas du centre d'épuration, quand il finit de faire son ménage, il le porte sur la tête pour l'amener vers la mer. Ça, on dit que c'est une aberration, c'est un paradoxe, ce n'est pas normal. Le collectif menace, tant que Diokoul n'est pas connecté dans le réseau d'assainissement, le tuyau ne passera pas. Nous ne pouvons pas comprendre qu'un réseau d'assainissement traverse de long en large tout un quartier et que ce quartier ne soit pas pris en compte. Nous demandons au président de la République de corriger ce paradoxe. Rufisque de Nizia Sambo pour Sud FM. Manifestation contre l'érection de 1000 logements sociaux et carrières dans la forêt d'Umba de Bandia. Les associations et GIE qui regroupent des éleveurs expriment leur désaccord. Ce projet va tuer l'activité économique. Face à la presse, ils interpellent le président Macky Sall Babacar Sow. Érection de logements sociaux et de carrières dans la forêt classée de Bandia dans le département de Mbour. Les associations et GIE d'éleveurs de Sindia, Ngekhoch et environ disent net une forêt classée qui, disent-ils, est l'épicentre de l'élevage dans la région de Thiès. Face à la presse, ils ont manifesté un désaccord total par rapport à ce projet. Un projet d'érection de 100 logements sociaux et de carrières dans cette forêt classée de Bandia. Cheikh Adjoumaka, président de l'association des éleveurs de Sindia et du GIE des éleveurs de Ngekhoch. L'objet de notre rencontre
compte, c'est le forêt classé de Bandia qu'on veut prendre pour donner des logements sociaux et des carrières. Et les éleveurs ne sont pas d'accord avec ce phénomène parce que la forêt de Bandia est le cœur des éleveurs et le cœur de la région de Thiès. Donc on n'est pas d'accord sur ce phénomène. Si les enfants des éleveurs ne passent pas faire des marchands ambulants, c'est à cause de cette forêt-là. Si les enfants des éleveurs ne passent pas à Barça ou à Barsac, c'est grâce de cette forêt-là. Un appel pressant au chef de l'État Macky Sall et au ministère concerné pour revoir ce projet. À les en croire, la forêt classée de Bandia est une zone très utile à l'élevage et si l'État persiste, ils les trouveront sur les lieux. Cheikh Adjoumaka. On lance appel au président de la République qu'il regarde ce projet-là parce que les éleveurs qui sont dans le forêt, ils travaillent ici dans le forêt-là. Nous lançons appel au président de la République avec ce phénomène. On n'est pas d'accord, ce n'est pas bon pour les éleveurs, ce n'est pas bon pour les populations. On n'est pas d'accord qu'on détruise cette forêt-là. Si l'État persiste sa position, nous sommes ici dans la forêt. L'État, c'est la population. C'est la population là qui nourrit dans la forêt là. On le prend, on le fait comme ça. Comment? Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités pour les éleveurs. Les éleveurs sont fatigués dans le Sénégal. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Insécurité, pollution, coût élevé de la vie, les villes africaines peinent à décoller. La Banque européenne d'investissement appelle à une bonne politique contre le chômage des jeunes, mais également une bonne planification pour un fort taux d'urbanisation pour des villes africaines durables à l'horizon 2050. Recommandation faite à l'occasion de la 5e édition du Africa Day. Absa Inimanouane. Face à l'expansion démographique, les villes africaines vont être confrontées à un taux d'urbanisation très élevé à l'horizon 2050, raison pour laquelle les pays africains et leurs partenaires doivent se pencher sur cette question, selon le vice-président de la Banque européenne d'investissement, Ambroise Fayol. La soutenabilité urbaine, qui est un thème extrêmement important pour l'avenir des villes en Afrique, alors qu'on sait que les villes vont progresser très fortement. Et on a aujourd'hui une occasion de pouvoir échanger avec les maires, les partenaires au développement, l'Organisation des Nations Unies en faveur de la vie. Toute cette action est, à mon avis, extrêmement pertinente aujourd'hui. La directrice générale du Bureau régional de développement et de prestations de services pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement fait savoir que les défis liés notamment à l'insécurité, la pollution et autres influent négativement sur le PIB. Marie-Laure Akin, à Loukbadé. Les villes sont encombrées, polluées. Il y a beaucoup d'inégalités. Tout cela crée des pertes précieuses sur le produit intérieur brut des villes africaines. L'urbanisation présente de réelles opportunités pour transformer les villes en véritables moteurs de croissance économique. Nous appelons à une véritable décentralisation politique et financière qui devrait permettre aux villes de gérer leur croissance en mettant les citadins au cœur de toutes leurs actions. Le chef de l'État est convaincu qu'il faut une mobilisation des ressources et prendre en charge l'employabilité des jeunes. Le président Macky Sall. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte par des politiques publiques appropriées. Le dividende démographique ne sera bénéfique à l'Afrique que pour autant qu'on aura préparé notre jeunesse à une vie productive, par une éducation et une formation professionnelle adaptée aux réalités changeantes du monde. Je suis convaincu que la solution dépendra du succès dans la construction de la ville africaine de demain. Lors de cet Africa Day 2020, la Banque européenne d'investissement a paraphé des accords relatifs à la microfinance et à l'entrepreneuriat. Sud FM. Plus de 1300 enfants sont dans des situations de violence. Plus de la moitié viennent de la Guinée-Bissau. Pour le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, les autorités doivent revoir les textes communautaires qui favorisent la liberté de circulation, mais surtout apporter des réponses institutionnelles pour éviter que les enfants aillent en prison. Ibrahim Sakho, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, au micro de José Kali. Il y a des enfants qui sont dans des situations difficiles sur la voie publique. Les statistiques que nous avons relevées très récemment pour le département de Dakar font état de plus de 1300 enfants qui sont soit de la rue ou dans la rue. Les enfants qui sont de la rue, c'est ceux qui ont une habitation continuelle donc sur la voie publique, et les autres, c'est des enfants qui fréquentent de façon circonstancielle en accompagnant leur maman pour la mendicité ou bien pour d'autres activités, qui sont en souffrance généralement sur la voie. Parmi ces enfants, plus de 500 nous viennent de l'extérieur et en particulier de la Guinée-Bissau. Donc il y a lieu de revoir les textes communautaires pour les adapter
s'adapter aux intérêts des enfants. Que si on laisse les gens traverser avec eux uniquement pour venir faire de la mendicité, ça pose problème. J'ai également suggéré une assumation et un exercice régulier des compétences des uns et des autres. Il y a des réponses institutionnelles. J'avais dit, mettre les enfants en prison pose problème. Pose problème parce que dedans, ils peuvent apprendre des actes qui pourraient les faire revenir en milieu carcéral. C'est nécessaire de sanctionner, mais il va falloir regarder comment adapter la sanction au statut de l'enfant. Bien entendu, il y a des éducateurs spécialisés qui sont là pour faire ce travail-là, mais il va falloir davantage réfléchir pour prendre en charge l'intérêt des enfants. Raima Sakho, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, était à un atelier organisé par l'Institut africain de gestion urbaine, IAGU, qui a mené des recherches sur 3 ans dans la commune des HLM et Médine Gounass, un projet qui montre une implication majeure des garçons dans des actes de violence dont les filles sont beaucoup plus touchées, mais dans la catégorie 15-19 ans, ce sont les filles qui sont souvent à l'origine. Josette Kali. Les violences chez les jeunes à Dakar ne sont plus seulement l'apanage des banlieues. Ce projet conduit durant 3 ans aux HLM et à Médina Gounass révèle que les garçons sont au devant de ces violences dont les filles sont exposées à 60%, surtout pour des violences sexuelles. Djibril Diop, chercheur principal du projet. Pour différents compartiments de la violence, on voit que les garçons dominent. Par exemple, la violence verbale. Les garçons, ça peut aller jusqu'à 24%, alors que les filles, ça peut descendre jusqu'à 16%. Mais d'une façon générale, les filles sont plus enclins à être victimes de violences physiques. À 60% des cas, c'est peut-être le tabou, c'est les violences sexuelles. Des résultats qui ont permis de démontrer que les filles s'adonnent majoritairement à la violence entre 15 et 19 ans. Pour la féminisation, c'est un élément clair. Nos résultats corroborent ce que la police avait déjà prévu à travers ces statistiques. Dans la tranche d'âge 15-19 ans, on voit que fondamentalement les filles dominent, sont plus nombreuses dans les actions de violence. C'est après cet âge-là qu'on voit les garçons prendre le dessus. Selon Djibril Diop, nombreux sont les facteurs qui sont à la source de ces violences qui partent toujours du cadre de vie. Les facteurs sont multiples. Il y a le contexte qui explique le cadre de vie. Dans beaucoup de cas, le cadre de vie, plus c'est dégradé, plus c'est source de violence en externe. Il y a aussi la question du chômage, la question de non-occupation, du désœuvrement, de l'abandon très rapidement de l'école. Par exemple, Médina Gounass, beaucoup de jeunes décrochent très rapidement, qu'il n'y a pas de suite et ils n'ont pas de formation qualifiante pour pouvoir faire des métiers, trouver un travail facilement. Il y a aussi des enfants qui sont battus dans la maison. Ça peut facilement dégénérer et conduire l'enfant à des situations de violence. Dans nos statistiques, c'est sorti très nettement, soit sont victimes ou sont auteurs de violences. Ce projet, appuyé par l'Institut africain de gestion urbaine, veut une amélioration des politiques de lutte contre les violences chez les jeunes, mais surtout la promotion et le renforcement de l'éducation de base et de l'éducation religieuse. Le Sénégal est prêt à faire face à d'éventuels cas de coronavirus. Le dispositif est rassurant, selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui appelle encore à la vigilance, surtout à l'approche d'événements religieux au Sénégal. Marie-Rosaline Ndiaye. Le Sénégal est prêt. Toutes les mesures sont prises pour faire face et prendre en charge d'éventuels cas de coronavirus dans le pays. Le dispositif est rassurant, informe le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. La maladie, effectivement, donc, est plus inquiétante en dehors de la Chine parce qu'il y a d'autres pays comme l'Italie qui sont aujourd'hui touchés. C'est pourquoi nous, au niveau national, nous devons redoubler d'efforts et être plus vigilants. Ce que j'ai entendu tout à l'heure me permet effectivement de dire qu'au niveau de la surveillance, au niveau de la préparation de la riposte, au niveau de la détection comme au niveau de la prise en charge au cas où effectivement au Sénégal il se révélait une situation inquiétante, l'ensemble de ce dispositif-là est au point. À l'approche d'événements religieux, tous les dispositifs sont pris pour maintenir la vigilance. Le ministre de la Santé invite les pèlerins à adopter les bons comportements pour barrer la route au coronavirus. Il se prépare chez nous un certain nombre d'événements religieux comme donc l'événement de Porokhan, comme le Kazu Rajab, comme l'appel de Seydina Limamoulaye, etc. À ce niveau-là aussi, je demande à tous les acteurs d'être extrêmement vigilants. Mais je lance un appel aussi aux pèlerins et aux Sénégalais de manière générale. Nous allons d'ailleurs nous-mêmes nous déplacer dans ces foyers religieux pour véritablement donc échanger avec les guides religieux et leur demander certainement de lancer effectivement aussi un appel
pour que les fidèles aient le bon comportement, le comportement de combat contre le coronavirus. Dans une dynamique de large sensibilisation contre la rumeur nocive, le ministre projette de s'entretenir avec les patrons de presse et les journalistes. Je suis convaincu que dans de pareilles situations, ce qu'il faut tuer, c'est la rumeur nocive. C'est ça qu'il faut tuer, et pour tuer la rumeur, il faut absolument parler avec les gens à un moment et à un lieu opportun. C'est pourquoi nous comptons énormément sur vous. Abdoulaye Diouf Sarr s'est également félicité de la bonne issue de l'affaire des étudiants sénégalais à Wuhan. Ils ont repris les cours en ligne et sont à présent dans de très bonnes conditions. Il n'y a que 2 neuropédiatres dans tout le Sénégal, une situation alarmante qui pousse le professeur Ali Thiam, spécialiste à la retraite, à plaider pour l'instauration d'un diplôme universitaire dans ce domaine. Il était le parrain des 3e journées de l'association sénégalaise de neurologie dont le thème portait sur la neurologie pédiatrique en Afrique, défis et perspectives. Professeur Ali Thiam, spécialiste en neuropathologie, au micro de Ahmed Moustapha Dian. C'est la neuropathologie, l'étude des tissus nerveux malades, pour préciser les diagnostics qui n'ont pas pu être effectués du vivant du malade, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc c'est une technique qui est irremplaçable et que malheureusement les jeunes n'osent pas affronter. Alors mon grand vœu, c'est qu'il y ait tout de suite des gens pour prendre cette relève-là. Pour guérir un malade, il faut savoir d'abord ce qu'il a, qu'il faut diagnostiquer son mal. Diagnostiquer son mal, ça passe par la clinique, par la biologie, par d'autres artifices. Mais la neuropathologie, c'est une technique qui étudie les tissus malades, donc qui est incontournable dans certaines situations. C'est pour ça qu'il ne faut pas se passer de la neuropathologie. C'est difficile, certes, c'est long, mais tout ce qui est bon est difficile et long. Ça, je le confirme. Puisque la journée, c'est pour la neuropédiatrie, c'est-à-dire les enfants malades de pathologies neurologiques. Et puisque la neuropathologie est un diagnostic très utile pour diagnostiquer ces petits malades et les guérir, donc tout naturellement, la neuropathologie devrait apporter son contribution pour ces journées. Les défis, justement, c'est que les jeunes se mettent au travail, s'intéresser à l'histologie des tissus malades, savoir les prélever, les techniquer et les interpréter, et dans le plus bref délai pour pouvoir obtenir un diagnostic précis et un traitement précis. Je crois que donc c'est un aspect indispensable de la médecine. Malheureusement, encore une fois, il faut trouver un moyen de les intéresser. Là, je sollicite les autorités. Je crois que la meilleure façon de les intéresser, c'est de créer un DU de neuropathologie et de donner des bourses, parce qu'on est des pays pauvres. La plupart des étudiants sont pressés de terminer leur médecine pour gagner de l'argent. Donc, si on leur offre des bourses conséquentes, pas des demi-bourses ni des choses qui ne permettent pas de survivre, mais des bourses réelles qui permettent de terminer leurs études et de s'installer comme spécialistes dans ce domaine. L'association des jeunes avocats sénégalais rend visite aux femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. C'est dans le cadre de ces tournées juridiques. Maître Adama Fall, le président, avec Yves Tendeng. Nous sommes venus apporter le soutien et l'assistance de l'avocat aux femmes en conflit avec la loi. Donc l'objectif de cette tournée juridique, c'est de contribuer à la promotion des droits de la femme, de sensibiliser les femmes sur l'étendue de leurs droits et sur les voies et moyens de faire valoir ceci. Aujourd'hui, à l'audience, nous allons plaider gratuitement en faveur des femmes en conflit avec la loi et nous nous rendrons au niveau de la maison d'arrêt et de correction où nous visiterons le secteur des femmes, où nous allons discuter également avec ces femmes pour voir l'état d'avancement de leur dossier et voir dans quelle mesure nous pouvons agir pour accélérer le traitement de ceci. Et également faire des dons en nourriture et autres accessoires au profit de ces femmes détenues. Vous avez constaté peut-être qu'il y a des lenteurs administratives par rapport aux femmes. Le constat part d'abord du fait qu'au Sénégal et peut-être dans beaucoup de pays africains, les femmes en conflit avec la loi souffrent d'un déficit d'information, souffrent surtout d'un déficit d'assistance. Et c'est sur ces disparités-là que nous voulons corriger. Et au niveau de l'AGES, donc nous avons un programme d'assistance aux femmes en conflit avec la loi. Et c'est ce programme qui nous permet d'effectuer des tournées juridiques au niveau du Sénégal. Et partout où les femmes ont besoin de l'assistance d'un avocat, nous nous
y rendront. Donc aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis, effectivement dans ce cadre-là. Un exercice de simulation d'une attaque terroriste a été effectué au Grand Théâtre ce jeudi. Cette opération dénommée Fagaro 3 a mobilisé près de 500 éléments de différents corps des forces de défense et de sécurité. Cet exercice avait pour objectif de tester, de vérifier et d'évaluer les capacités du cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste. Dominique Kama. Fagaro 3, c'est plus de 3 tours d'horloge de manœuvre de la police, de la gendarmerie, de l'armée et des sapeurs-pompiers pour venir à bout de plusieurs assaillants qui ont pris d'assaut le Grand Théâtre lors d'un événement culturel. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. D'abord, ils ont voulu simuler sur une opération de tuerie de masse. Donc il fallait un endroit où c'est peut-être plus facile. Aujourd'hui, le Grand Théâtre, quand c'est plein, c'est 1800 personnes. Théoriquement, l'exercice, c'est une simulation où il y avait 1800 personnes. Donc les gens sont venus trouver que les artistes, c'était Awadi et autres, étaient en train de faire un concert. Donc la salle était pleine. Les gens sont passés par l'entrée des artistes et ils ont directement tiré sur la foule. Mais le reste maintenant, ce qui est toujours difficile dans ce genre d'exercice, c'est la coordination. D'abord, il n'est pas souvent facile de coordonner des hommes, surtout qui viennent de sources différentes. Mais je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'exercice d'aujourd'hui a montré qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans la coordination de ces unités. La réaction des forces de défense et de sécurité lors de cette opération a connu une évolution comparée aux exercices précédents. Selon Aly Ngouille Ndiaye, cela montre que le Sénégal est prêt pour parer à toute éventualité. Depuis quelque temps, le président a mis en place beaucoup de moyens. Parce que les moyens, c'est les moyens donnés à l'armée, c'est les moyens donnés à la police, c'est les moyens donnés à la gendarmerie pour pouvoir faire face en cas de survenance d'attaque. Aujourd'hui, je pense que nous avons engagé près de 500 éléments ici dans cet exercice. Ça, c'est juste les moyens humains, les moyens, les véhicules et autres également. C'est un nombre assez impressionnant pour montrer juste qu'on est en tout cas prêt. Un deuxième exercice de la même envergure est prévu prochainement. Cela pour permettre à la machine d'être bien huilée dans la lutte contre le terrorisme. Route pour amener des éléments qui devaient prendre part à cet exercice au Grand Théâtre. Un véhicule de combat de la gendarmerie a dérapé et a violemment heurté un taxi, entraînant du coup un carambolage entre 4 véhicules, dont 3 taxis et un particulier. L'accident a fait 11 blessés, dont 3 dans un état grave. C'était au boulevard Général de Gaulle, à hauteur de l'ambassade de la Mauritanie, Radissel. Un taxi complètement détruit, mis à l'écart, attire en premier l'attention des passants et le véhicule de la gendarmerie renversé, entouré de 2 autres taxis endommagés et un particulier de marque Chevrolet en rouge qui a eu peut-être la chance d'être moins touché. La première question qui vient à l'esprit, est-ce qu'il y a un survivant dans le premier taxi? Heureusement, il n'y a que des blessés, dont 3 dans un état grave, confirme le lieutenant Tine, adjoint du commandant d'unité de la 11e compagnie d'incendie et de secours. Il s'agit d'un accident de la circulation au niveau du boulevard du Centenaire à côté de l'ambassade de Mauritanie, occasionnant 11 victimes, dont 3 graves, tous transportés à l'hôpital principal et à CTO. Selon une des victimes, c'est le véhicule de la gendarmerie qui a dérapé et a heurté le taxi, entraînant un carambolage. Je venais de Liberté 6 pour allier la ville. On était en train d'attendre le feu de signalisation à hauteur de l'ambassade de Mauritanie. Tout d'un coup, le véhicule blindé dans un convoi de la gendarmerie venant du sens contraire s'est jeté sur nous. 3 taxis et un particulier. La gendarmerie a donné une autre version des faits. Selon un des colonels, ils étaient dans un convoi et ont été coupés dans leur trajectoire par un taxi. Parmi les victimes, 2 chauffeurs de taxi, un passager et un vendeur de sachets d'eau, ils ont été acheminés aux hôpitaux de Principal et de CTO. Le convoi de la gendarmerie ralliait le Grand Théâtre pour l'exercice de simulation d'une attaque terroriste.